Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle de la recherche équine à l'IFCE. Et pour ça, je reçois Marion Cressan. Bonjour Marion. Bonjour Laurent. Alors Marion, tu es directrice de la recherche et de l'innovation et en même temps secrétaire du conseil scientifique de la filière équine dont on va parler effectivement tout à l'heure. Alors l'IFCE est impliqué depuis déjà quelques années maintenant dans la recherche et développement. Quelles sont ses missions dans ce domaine ? Alors l'IFCE, tout d'abord, est un établissement public administratif. On peut même rajouter qu'il est issu de la fusion des haras nationaux qui avaient historiquement une mission recherche importante et de l'École nationale d'équitation qui avait également une mission de recherche. Donc actuellement, l'IFCE est un établissement qui est géré par deux ministères, le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé des sports. Oui, cette fusion, elle date de 2012 à peu près ? 2010, je crois. Ouais. 2010, oui. Et il y a des missions qui sont définies aussi par un contrat d'objectifs ? Voilà, c'est ça. L'IFCE a un contrat d'objectifs et de performance qui est signé avec les deux ministères de tutelle et qui définissent ses missions avec deux grandes missions principales. L'IFCE en tant qu'opérateur public de l'État qui vise à structurer et soutenir la filière équine et asine, et l'IFCE en tant qu'institut technique de référence qui vise à produire et transférer des savoirs. Et donc, c'est cette partie-là dont on va parler. Oui, c'est cette partie qu'on va développer. Donc, c'est une organisation qui permet de répondre finalement aux demandes de terrain. C'est ça. L'IFCE, au sein de cette partie institut technique, est organisée pour pouvoir répondre donc à partir d'une demande qui va être exprimée par la filière, au bout d'un besoin qui peut être identifié dans nos conseils ou comités ou sur le terrain. On va essayer de produire des solutions et des savoirs, en partenariat bien sûr avec des experts, des acteurs de la filière et nos partenaires de R&D. Et donc cette partie-là va mobiliser entre autres le conseil scientifique de la filière équine, dont on va reparler, et mobiliser aussi nos chercheurs, ingénieurs de recherche et développement et les observatoires également. Alors toute la production de ces connaissances et de ces savoirs, elle va ensuite être vulgarisée et transférée. C'est ça. L'objectif, une fois que les connaissances elles sont produites, il faut les transférer à la filière, il faut que les acteurs puissent s'en saisir et les utiliser. Et donc pour ça, on a des supports, des outils de diffusion qui sont mis à disposition donc, de la filière équine via différents canaux de diffusion. Et les podcasts en sont un, évidemment. Alors, on rappelle qu'on trouve tout sur Wikipédia, sur le site de l'IFCE, où tous ces supports sont évidemment en ligne. Donc, ça mobilise notamment aussi des ingénieurs de développement. Nos ingénieurs de développement, notre service diffusion, qui est quand même assez conséquent, mais également les formateurs. L'IFCE a également une mission de formation, que ce soit pour la partie élevage ou la partie sport, et donc les nouvelles connaissances sont intégrées dans les formations dès que possible. Et ça mobilise également le réseau des partenaires de diffusion, donc des partenaires qui vont nous aider à diffuser toutes ces connaissances. On a des experts dans chaque thématique ? On n'a pas des experts dans toutes les thématiques, mais on a quand même un certain nombre d'experts dans les principales thématiques qui ont été jugées comme prioritaires au moment où ces gens ont été recrutés. Et on essaye d'avoir des binômes entre les chercheurs et les ingénieurs de développement, de façon à vraiment avoir un continuum entre la production de connaissances, leur valorisation et leur diffusion. Oui, exactement ce qu'on vient de voir. Oui. On peut citer quelques-uns de ces chercheurs. Alors, il y en a notamment qui sont accueillis par l'INRAE, je crois. Nos chercheurs travaillent dans des thématiques qui sont des thématiques spécifiques. Et donc, on a en général une seule personne ou deux personnes à l'IFCE qui travaillent sur cette thématique. Et un chercheur, pour pouvoir développer des projets, il doit être dans un laboratoire de recherche qui travaille sur cette thématique pour pouvoir bénéficier des compétences aussi d'autres chercheurs. Il y a notamment Anne Ricard sur le site de l'INRAE de Toulouse. Anne Ricard, donc, qui travaille sur la génétique, est intégrée dans l'équipe GenFis, qui est basée à Toulouse. Géraldine Florence. Donc, travaille, elle, sur le pâturage et les aspects agroécologie. Donc, elle est basée à l'INRAE de Thé, tout près de Clermont-Ferrand. Plotine Charda. Alors, Plotine qui a remplacé Léa Lansade. Voilà, c'est ça, qui succède à Léa Lansade, qui a longtemps été IFCE, qui maintenant travaille à l'INRAE et toujours sur les mêmes sujets. Donc, Plotine est accueillie dans la même équipe que Léa, à Nouzilly. Céline Vial, qu'on a reçue de nombreuses fois ici. Voilà, donc qui travaille en sciences de gestion et qui est accueillie dans une unité mixte de recherche à Montpellier. Alors, il y a aussi des chercheurs qui sont rattachés à un site INRAE, mais avec un bureau principal à l'IFCE. L'idée étant toujours que ces chercheurs puissent bénéficier de l'accompagnement des laboratoires de recherche INRAE.
Et donc voilà, on a par exemple Vanina Deneux, donc qui travaille en sociologie et qui est accueillie à Montpellier, mais dans un laboratoire différent de celui de Céline Vial. Clémence Benzé, Qui travaille sur l'analyse de l'activité et qui est rattachée depuis peu à l'INRAE d'Avignon. Agnès Olivier. Et Agnès Olivier, qui est notre exception. Donc Agnès Olivier travaille en STAPS sur le sport et les cavaliers. L'INRAE ne travaille que sur l'agriculture. Donc Agnès Olivier est rattachée à une université, l'université de Paris-Saclay, donc à un laboratoire STAPS. Agnès Olivier, oui, qu'on a reçu de nombreuses fois ici et qui en même temps est responsable du plateau technique de Saumur IFCE, plateau technique donc de l'équitation et de la performance sportive. Alors justement, on a 4 plateaux techniques à l'IFCE. C'est ça, on a 4 plateaux techniques qui sont répartis sur différents sites IFCE. Donc le plateau technique le plus ancien est situé à Chamberet, en Corrèze. C'était la station expérimentale des haras nationaux qui a donc été créée il y a très longtemps maintenant. Je crois qu'on a fêté ses 50 ans il y a peu de temps. Donc, qui travaille principalement sur l'élevage, avec 150 chevaux, principalement des juments et des poulains de 0 à 3 ans, sur un site de 130 hectares. Magnifique d'ailleurs. On a ensuite le plateau technique du Pin, qui est situé tout proche du haras du Pin, à la jumenterie du Pin, et qui va travailler sur la reproduction et l'élevage, principalement, plutôt la conception, reproduction et gestion de l'embryon, etc., avec environ 150 chevaux. On a ensuite le plateau de Saumur, équitation et performance sportive, qui travaille, comme on l'a dit, sur l'entraînement, la santé, la performance des chevaux, avec environ 300 chevaux de sport cette fois-ci. Et enfin, le plateau technique d'Uzès, dans le Gard, qui travaille sur la traction animale et l'endurance, avec alors un peu moins de chevaux. C'est plutôt un plateau qui va travailler en dehors de ses murs, on va dire qu'il y a du matériel, qu'il y a des outils pour aller mesurer les efforts de traction, mais les mesures vont plutôt se faire en situation, dans les vignes, dans le maraîchage, etc. Alors, on rappelle, là encore, que chacun de ces plateaux peut être décrit, consulté au travers des vidéos qui sont en ligne sur equipedia.fr. Quelles sont les missions principales de ces plateaux techniques ? Alors, les plateaux ont principalement 2 missions, plus une pour Saumur, on va y revenir. Donc, leur première mission, c'est la recherche et le développement. Donc, il va y avoir des projets qui vont être réalisés directement par les ingénieurs qui sont sur les plateaux techniques. Donc, réalisation de projets de R&D. Ils vont aussi participer à des projets en collaboration avec des partenaires, c'est-à-dire qu'on a des chercheurs qui peuvent venir nous solliciter pour utiliser les plateaux techniques, pour pouvoir avoir accès à nos chevaux, toutes nos infrastructures, etc. Et on peut également faire du soutien aux entreprises via des prestations qui sont payantes cette fois-ci. Une entreprise qui veut tester un matériel peut venir, sous réserve de payer la prestation, ils peuvent venir aussi utiliser nos plateaux techniques. Et alors, il y a le site de Saumur qui s'intéresse plus particulièrement à l'accompagnement scientifique à la performance, les ASP. Voilà, c'est ça. Donc, le site de Saumur a cette compétence en plus de pouvoir accompagner les sportifs de haut niveau. Donc, ça se fait en particulier avec la Fédération française d'équitation, les pôles France, mais également en préparation des Jeux olympiques donc de l'an dernier. Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été faites sur les cavaliers en préparation olympique. Et enfin, on a aussi donc la diffusion de la connaissance. Voilà, c'est ça. Tous les plateaux techniques ont également une mission de diffusion des connaissances. Ils participent entre autres au podcast et à la rédaction, par exemple, des fiches Wikipédia. Alors Marion, maintenant, je voudrais qu'on parle du conseil scientifique de la filière équine que tu animes. C'est un conseil qui fait partie des 6 conseils et comités de l'IFCE et c'est le plus ancien, je crois. C'est le plus ancien parce qu'en fait, il découle du comité d'orientation scientifique et technique des haras nationaux. Alors, je ne sais pas exactement quand il a été créé, mais j'ai retrouvé des archives jusqu'à 1992 de financement. Donc, je ne sais pas. Avant, c'était moins numérisé. Donc, Alors, quelles sont les missions de ce conseil scientifique ? On peut définir en gros 4 grandes missions pour ce conseil scientifique. Donc, il va orienter la recherche équine française en tenant compte des enjeux auxquels la filière fait ou devra faire face à court ou moyen terme. Il va, justement, dans cette mission d'orienter la recherche, labelliser les projets de R&D équine française en vue de leur financement. C'est-à-dire qu'avant d'être financés, les projets doivent obtenir la labellisation du conseil scientifique. On va y revenir juste après. Oui, on y reviendra tout à l'heure pour voir sur quels critères, effectivement. Il y a aussi une instance d'orientation des activités de recherche et développement de l'IFCE. Voilà, de l'IFCE, c'est-à-dire que les agents de l'IFCE qui sont chercheurs ou ingénieurs de développement sont régulièrement audités et tous leurs projets doivent être labellisés également par le conseil scientifique de la filière équine pour assurer une bonne cohérence en fait, entre tous les projets qui sont mis en œuvre au sein de l'IFCE et à l'extérieur. Et il joue un rôle dans la diffusion. Voilà, il joue également un rôle dans la diffusion des connaissances qui ont été produites dans les projets. Alors, il est composé, ce conseil scientifique, de 3 groupes de membres, je crois. Il y a 3 grands groupes de membres, donc on est entre 35 et 40 en tout dans le conseil scientifique. Donc il y a un premier groupe qui sont les représentants des filières, avec principalement les représentants des sociétés mères, de l'AVF, etc., qui vont exprimer la demande
du terrain et juger l'opportunité des projets, pouvoir nous dire si les projets, finalement, concrètement, ils vont être utiles ou pas. Il y a les rapporteurs des thématiques, là, qu'on a évoqués tout à l'heure. Les rapporteurs thématiques, donc ils sont au nombre de 11. Ce sont des scientifiques qui ne travaillent pas forcément sur les chevaux, mais qui sont spécifiques d'une thématique donnée, donc ils sont garants de la qualité scientifique des projets. Un projet de recherche, il doit être bien construit pour pouvoir donner des résultats utiles. Et ils sont également le reflet de la diversité des thématiques qui sont traitées au conseil scientifique. Et enfin, il y a les représentants de nos principaux partenaires. On a bien sûr nos ministères de tutelle, mais également des partenaires de la recherche et développement, en particulier l'INRAE, qui est notre partenaire principal, mais également l'INSEP pour la partie sport et l'ACTA pour la partie Institut technique agricole, et également des partenaires de diffusion avec par exemple les chambres d'agriculture. Alors, le conseil scientifique coordonne des groupes thématiques qui visent à assurer, par exemple, la co-construction de projets entre chercheurs et professionnels. Voilà, c'est ça. Depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'on avait des fois du mal dans certaines thématiques à ce que les projets correspondent bien aux demandes du terrain. Et donc, on a créé des groupes qui rassemblent à la fois des chercheurs qui travaillent dans la thématique et des professionnels. Et l'objectif est qu'ils construisent les projets ensemble. Donc, vraiment l'objectif de co-construire des projets et aussi l'objectif que les acteurs de terrain puissent s'approprier les résultats dès qu'ils sont disponibles, puisqu'ils sont impliqués dans le projet dès le départ. Et donc, au fur et à mesure que les résultats sont disponibles, ils vont directement sur le terrain. Et on a 6 groupes qui ont été créés. On en a créé un premier en 2014 qui était sur la génétique génomique. Et ensuite, on en a créé à peu près un par an depuis 2020. Donc, l'équitation, la reproduction, la médiation, l'alimentation et le petit dernier sur la traction et le portage équin et asin. Et d'autres verront sûrement le jour dans les années à venir. Le dernier sur la traction créée en 2024. On va revenir maintenant à la labellisation des projets de recherche et de développement. Tu as dit tout à l'heure que c'était le cœur du problème pour obtenir les financements. Donc, comment ça se passe ? Déjà, quelle enveloppe est distribuée ? Qui sont les partenaires ? Alors, la labellisation, elle permet d'obtenir des financements qui sont directement des financements propres de l'IFCE, également des financements qui proviennent du ministère chargé de l'Agriculture. Mais la labellisation est aussi nécessaire pour obtenir un financement du fonds EPRON, c'est-à-dire que tous les projets de R&D qui vont demander de l'argent au fonds EPRON doivent au préalable avoir été labellisés par le conseil scientifique. Oui, ça va venir compléter cette enveloppe. Voilà. Il y a 2 appels à projets pour ça ? C'est ça, on a 2 appels à projets. Donc un appel à projet quand même principal qui est l'appel à projet de recherche et développement, donc qui vise à produire de la connaissance. Et on a un appel à projet avec un peu moins de projets de valorisation et transfert de résultats. L'idée étant, on s'est rendu compte qu'il y avait des projets qui avaient été faits il y a longtemps et les résultats n'avaient pas été suffisamment diffusés sur le terrain. Et il y a besoin d'une phase de valorisation, de création d'outils, etc. C'est à quelle période dans l'année, à peu près, ça ? Là, les projets sont à déposer pour le 1er juin. La labellisation des projets, elle se fait sur 2 critères ? Ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y a 2 critères qui doivent absolument être validés pour pouvoir être labellisés. Donc, la qualité scientifique du projet, donc qui va être évaluée par des experts extérieurs au projet, au conseil scientifique et à l'IFCE, donc en gros des chercheurs qui travaillent dans des universités, dans des centres de recherche, en France ou à l'étranger. Il faut qu'ils soient francophones, mais c'est la seule contrainte. Qui vont juger de la qualité scientifique du projet. Est-ce que le protocole est bien construit ? Est-ce que l'analyse stat est bien prévue comme il faut ? Est-ce que voilà, ça peut aboutir à des résultats ou pas ? C'est ce qui va garantir la fiabilité des résultats. C'est ça. Et alors, l'autre aspect, c'est l'opportunité pour les représentants de la filière ? Voilà, c'est ça. Les représentants de la filière qui sont au conseil scientifique vont noter ces projets en termes d'opportunité. Et seuls seront labellisés les projets qui seront à la fois de bonne qualité scientifique et jugés opportuns par la filière. Donc voilà, pour garantir le financement de projets de bonne qualité, qui répondent à des enjeux et qui offrent des perspectives d'application concrètes. On est là pour financer de la recherche appliquée. On parle beaucoup du financement de cette recherche ici, qui semble fondamentale. Comment ça se fait que la recherche coûte aussi cher ? Alors, effectivement, la recherche, ça coûte cher. Parce que déjà, pour aboutir à un résultat, des fois, il faut faire plusieurs projets de recherche, parce qu'on n'aboutit pas toujours tout de suite à des résultats. Parce qu'il y a des analyses qui peuvent être très, très chères. On a des méthodes maintenant modernes qui sont très, très puissantes, comme on appelle ça en particulier les méthodes omiques, la génomique, la métabolomique, la protéomique. C'est des choses qui sont très, très puissantes, mais très, très chères. On a le coût de la main-d'œuvre également. Un chercheur, quand il construit un projet de recherche, il a besoin ensuite de main-d'œuvre pour aller faire les expérimentations sur place. Pour venir en plus, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'il n'y a que les chercheurs, mais il y a aussi beaucoup de gens qui... Voilà, il y a toujours énormément de main-d'œuvre, en particulier des doctorants, donc des futurs chercheurs en formation qui sont en train de faire leur thèse, des CDD, des stagiaires aussi énormément, et on se rend compte quand on va sur le terrain pendant une manip, il y a énormément de monde, parce qu'il faut faire en général plein de choses en même temps. C'est-à-dire qu'au moment où on doit faire des mesures, on doit en faire 5 ou 6 en même temps, donc il faut souvent beaucoup de personnes. Il y a l'achat de matériel aussi. Il y a aussi du matériel qui peut être coûteux. On a besoin de matériel avec une précision dans la mesure importante pour pouvoir ensuite faire des analyses statistiques et sortir des résultats
qui ont une valeur scientifique. Donc ça peut coûter également très cher certains Et son matériels. entretien. Et l'entretien également, voilà. C'est des matériels qui sont très pointus, avec des capteurs parfois très fins, qui peuvent coûter très cher à réparer. Et puis ensuite, il y a tout ce qui concerne la diffusion, c'est le coût de la publication de ces résultats de recherche. Alors les résultats de recherche sont publiés dans des revues scientifiques qu'on appelle des revues à comité de lecture. Et le modèle économique de ces publications est en train de changer. Jusqu'à il y a quelques années, c'est les lecteurs qui payaient pour avoir accès à l'article et pour pouvoir lire l'article. Maintenant, on va vers une science qui est de plus en plus ouverte à tout le monde. N'importe qui peut télécharger, alors c'est en anglais, mais télécharger ces articles et les lire. Et du coup, maintenant, ce sont les chercheurs qui payent pour publier dans de plus en plus de revues. Et c'est des coûts qui sont relativement importants quand même. Alors, il y a des thématiques qui coûtent plus ou moins cher, évidemment. Voilà, c'est ça. Il y a des thématiques, par exemple, certains sujets de sciences sociales où il y a principalement des déplacements pour faire des entretiens avec des personnes. Donc là, on peut le faire tout seul. On a juste un dictaphone, ça coûte pas trop cher. Et on a des thématiques avec beaucoup d'analyses qui coûtent extrêmement cher, la génomique, par exemple. Alors, il y a un autre point qui semble intéressant à détailler, parce qu'on a toujours du mal à comprendre le pas de temps de la recherche. Ça prend beaucoup de temps pour mettre en place un projet. C'est vrai que malheureusement, ça peut être très long entre le moment où le besoin est exprimé et le moment où on a un résultat disponible pour les acteurs qui ont exprimé ce besoin. Alors, quelles sont les étapes ? Si on part de l'expression d'un besoin, il va d'abord falloir qu'on trouve une équipe de recherche pour répondre à ce besoin. Ça peut être en interne IFCE, mais des fois, on doit aller solliciter des partenaires à l'extérieur. Donc, il faut trouver une équipe qui soit prête à se saisir du sujet et lui laisser le temps de finir ses projets qu'elle est en train de faire. Donc déjà, ça peut prendre quelques mois à quelques années. Ensuite, il faut que ces chercheurs construisent le projet de recherche. Donc, ça peut nécessiter une recherche de partenaires. Et l'écriture d'un projet de recherche, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça nécessite de bien réfléchir parce que, en fonction de l'analyse statistique qu'on veut faire derrière, on va construire le protocole expérimental avec un nombre d'animaux ou un nombre de personnes, un nombre de répétitions, etc., pour pouvoir obtenir ce qu'on appelle la puissance statistique suffisante pour que les résultats ils soient exploitables. Parce que si on fait des petites manips et qu'au final on ne peut pas exploiter les résultats, on a perdu du temps, on a perdu de l'argent. Donc ça, c'est important d'avoir ça. Justement, c'est là que vient la demande de financement. Tout à fait. Après, il faut obtenir du financement parce que, comme on l'a dit juste avant, les chercheurs, ils ont leurs salaires qui sont payés par leurs organismes dont ils dépendent. Mais par contre, après, il faut pouvoir payer toute la main-d'œuvre annexe, les CDD, les stagiaires, les doctorants, le matériel, les analyses. Et ça coûte très, très cher. Et maintenant, tous les projets de recherche doivent obtenir un financement avant de débuter. Et là, on arrive enfin, finalement, à la réalisation du projet proprement dit. Voilà, c'est ça. Donc, la recherche de financement, ça peut durer à peu près 1 an entre le moment où on va choisir quel appel à projet on va déposer, le dépôt du projet, l'instruction du projet par les financeurs, la réponse et le versement du financement. Ça peut être un petit peu long. Et donc, après, on peut commencer la réalisation du projet. Alors, il y a des projets qui sont rapides, il y a des projets qui peuvent se faire en 1 an, en quelques mois, quand c'est des choses assez simples. Si on a un doctorant qui va faire une thèse, ça dure minimum 3 ans, voire un petit peu plus. Donc, en moyenne, les projets, on est plutôt sur des projets, quand c'est un peu ambitieux, de 3-4 ans. Et là vient enfin la synthèse et la publication. La publication scientifique. Donc, en général, il est nécessaire de publier les résultats scientifiquement avant de les diffuser, parce que sinon, après, on ne peut plus les publier une fois qu'ils ont été diffusés, puisque les revues veulent que les résultats soient nouveaux. Donc, ça peut prendre du temps aussi, parce que le principe de la publication, c'est qu'on envoie l'article. Après, il doit être reviewé, c'est-à-dire relu par des pairs, c'est-à-dire des scientifiques qui travaillent sur cette même thématique, souvent dans d'autres pays. Donc, il y a tout ce processus qui est long et qui est lourd. L'article peut nous revenir avec des modifications à faire. Donc, ça peut durer 1 an, voire plus, pour faire une publication scientifique. Et donc, après, par contre, on peut diffuser et retourner à la filière. Et parfois, ça peut relancer un nouveau projet. C'est ça. Des fois, arrivé au bout, on a plus de questions qu'au départ. Mais c'est comme ça que la science avance, par petits pas. Alors, des fois, on a des résultats qui sont tout de suite très intéressants, diffusables. Des fois, on a des résultats où il y a besoin de refaire quelque chose, refaire un projet pour les confirmer. Donc, c'est vrai que c'est... Donc, finalement, on a un pas de temps de combien sur un projet ? Moins de 3 ans, je pense que c'est vraiment pas possible. Ouais. Et ça peut aller jusqu'à 5-10 ans sans problème. Ouais. Voilà. Donc, c'est très frustrant, c'est vrai, mais... Et c'est le temps nécessaire, effectivement, pour la fiabilité de ces projets. Alors, Marion, on arrive à la fin de notre entretien concernant la recherche à l'IFCE. Si on voulait se résumer en quelques points, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Ce qu'on vient de dire, c'est que le pas de temps de la recherche, il est très long. Ça peut paraître trop long aussi, mais il est nécessaire pour que les résultats soient fiables et de bonne qualité. C'est vraiment important. On ne peut pas publier n'importe quoi, donc il faut accepter ce pas de temps. Et parfois, des répétitions peuvent être nécessaires également ? C'est ça. C'est important de pouvoir répéter pour vérifier les résultats. Parce que par exemple, si on fait des résultats sur, sur du pâturage, une année sèche, l'année suivante, l'année va être beaucoup plus humide. L'année d'après, on ne sait pas. Et en fait, un résultat obtenu une année n'est pas forcément le même que celui qu'on va obtenir l'année suivante. Et ce qui est important, c'est de pouvoir répéter
donc sur plusieurs années, sur plusieurs animaux, sur plusieurs saisons, pour pouvoir vraiment tirer des conclusions qui sont fiables. Et alors, on a beaucoup insisté là-dessus, mais c'est fondamental, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de résultats diffusés qui sont inexacts. Il est vraiment important de ne pas croire tout ce qui est diffusé. Ce qui est important, à l'instant T, c'est ce qu'on appelle le consensus scientifique, c'est-à-dire qu'il faut que plusieurs publications, plusieurs résultats, qui viennent généralement même de plusieurs équipes, voire de plusieurs pays, qui aboutissent à un résultat similaire. Ouais. Si on a une publication qui donne un résultat, une autre qui donne un autre résultat, on ne peut pas conclure en fait. On ne sait pas quels sont les facteurs qui ont fait que ça a marché une fois, que ça n'a pas marché une autre fois, parce que des fois ça s'explique, et des fois on a besoin de refaire justement des études, et donc voilà, c'est vraiment la multiplication des études qui fait qu'on arrive à un résultat qui est le résultat qu'on a à l'instant T. Et alors, il y a une chose aussi que tu cites qui est très importante, c'est que ces connaissances, elles évoluent dans le temps finalement. Voilà, ça c'est très très important. Les recommandations d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier, et celles de demain seront certainement différentes des recommandations d'aujourd'hui, parce que, comme on l'a dit, la science avance par itération, c'est-à-dire qu'on avance petit à petit, on fait des petits pas, et des fois, on a un résultat, et le contexte évoluant aussi, le changement climatique, les résistances aux antibiotiques, tout ça fait que les recommandations changent, et donc c'est important de se tenir au courant des avancées scientifiques et d'être ouvert. C'est des évolutions qu'on a vues, par exemple, sur le vermifuge aussi, voilà. Le cheval au box. Le cheval au box, il y a quelques années, c'était ce qui était recommandé, en fait, de mettre un cheval au box nourri avec des granulés, et on y revient complètement, parce que les connaissances ont évolué. Merci Marion. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast, où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.